Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous et retour à l'actualité. Mikhail Gorbatchev a libéré les Juifs du RSS. La réaction des organisations juives concernant les hommages aux derniers dirigeants d'Union soviétique sont unanimes. Mais alors en quoi les a-t-il libérés et pourquoi ces hommages? Que disent-ils du monde juif soviétique? Eh bien, votre invité ce matin, Eva Soto, en parle. Oui, c'est Philippe Boukhara, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste du judaïsme contemporain. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio J. Après la mort de Mikhail Gorbatchev, de nombreuses organisations juives lui ont rendu hommage. L'Anti-Defamation League qui lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis ou encore le Congrès juif mondial. Alors, qu'a changé la politique de libéralisation de Gorbatchev pour les juifs en URSS ? Tout simplement, je pense qu'il a inversé le cours de la politique soviétique par rapport aux Juifs. Dans les années 70, en pleine guerre froide, les États-Unis avaient dit à l'URSS, à travers un vote du Congrès des États-Unis, qu'il n'y aurait pas de crédit pour l'économie soviétique tant que l'Union soviétique ne laisserait pas sortir les Juifs. Et l'Union soviétique s'était crispée sur une attitude de fierté en disant, puisque c'est comme ça, nous ne laisserons pas sortir les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs ne sortaient qu'au compte-gouttes, si on peut dire. Or, Gorbatchev a fait exactement l'inverse. Lui, il avait besoin des crédits américains et de manière très pragmatique, il s'est dit, pour les obtenir, on va au contraire laisser sortir les Juifs, on va montrer de la bonne volonté et de la bienveillance et avec un peu de chance, on arrivera comme ça à des relations qui nous seront utiles mutuellement avec les États-Unis. Et effectivement, on voit clairement le nombre de Juifs autorisés à sortir qui augmente de plus en plus. À partir de 85, je peux raconter une petite anecdote. À l'époque, je tenais une chronique dans le journal L'Arche sur la vie juive en diaspora, et tous les mois, je racontais une histoire triste d'une famille juive qui était bloquée, ce qu'on appelle les refusniks, et chaque fois qu'une famille était autorisée à finalement à sortir, je trouvais une autre parce qu'il y avait une grande quantité de gens que l'on souhaitait défendre. Or, à partir de 87, je n'avais plus de cas à présenter. C'est-à-dire que tous les dossiers en cours avaient été résolus positivement, puisque Gorbatchev avait ouvert, si l'on peut dire, la porte de l'émigration. Au début, le flux était relativement modéré et le flux a augmenté de plus en plus jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Alors, vous avez parlé de refusnik. C'était quoi un refusnik ? La loi soviétique n'autorisait pas l'émigration, n'autorisait pas la sortie du territoire, sauf dans le cas de réunion des familles. Et c'est pour cela que l'État d'Israël avait organisé de manière très sophistiquée l'envoi de centaines de milliers de lettres d'invitation, on appelle ça des affidavits, de familles juives en diaspora qui invitaient leurs proches. Des fois, c'était des vrais proches, des fois, c'était pas des vrais proches, mais on les invitait à les rejoindre. Or, de manière tout à fait arbitraire, l'administration soviétique décidait d'accepter ou non ces invitations. Et donc, les gens à qui on refusait les invitations, on les a appelés des refusniks. En fait, c'est un mot bricolé parce qu'en russe, on aurait dit un autre kaznik, mais on avait mélangé le russe et l'américain pour dire un refusnik, c'est quelqu'un à qui on a refusé le visa de sortie et qui se retrouvait bloqué parce que ils ne pouvaient plus vivre comme des citoyens soviétiques entre guillemets normaux. Ils étaient marginalisés. Et en fait, c'est grâce à l'aide que la diaspora juive et que les amis des juifs dans le monde entier leur apportaient qu'ils ont pu respirer quand même pendant des années. En attendant cette autorisation de sortie, ils étaient protégés par la vigilance des campagnes qui étaient menées dans le monde entier pour les défendre. Donc il fallait défendre une famille, un individu, et quand ces gens-là protestaient un peu trop vigoureusement, on les mettait en prison. Des fois, ils ont été condamnés à de longues peines de prison, mais on les appelait les prisonniers de Sion, une appellation qui vient de la Bible, et ceux-là, on les défendait encore plus vigoureusement jusqu'à ce qu'ils aient pu, là encore, sortir de prison, puis sortir du RSS. Alors, pourquoi est-ce qu'une fois qu'ils avaient demandé à sortir et que ça leur avait été refusé, pourquoi est-ce qu'ils étaient marginalisés ? C'était quoi le processus ? Comment ça se passait concrètement ? Concrètement, il y a eu des périodes plus ou moins dramatiques. Le niveau de pression n'était pas toujours le même, mais dans les périodes les plus difficiles, ça allait jusqu'à avoir des émissions à la télévision soviétique où on inscrivait le nom et l'adresse de ces personnes considérées comme dangereuses. On les accusait d'être des agents de l'impérialisme américain, d'être payés par la CIA. Et pratiquement, c'était une invitation à aller les agresser ou à aller les attaquer. En tout cas, ils ne pouvaient plus travailler normalement puisque l'État était l'employeur unique pour toute la population. Donc, si l'État ne vous employait plus, vous deveniez un marginal, même économiquement parlant. Et les jeunes gens d'eux-mêmes étaient stigmatisés dans les écoles, dans les universités.
il y a un des critères qui bloquait les familles juives, c'était que lorsqu'un jeune homme faisait le service militaire, on disait qu'il était détenteur de secret d'État. Même s'il avait été simplement employé de bureau dans l'armée, on disait qu'il était détenteur de secret d'État et c'était un motif pour refuser l'émigration. Et donc on a comme ça des jeunes gens. Alors aussi une des variantes, c'était à l'intérieur d'une même famille de dire oui pour une partie de la famille et non pour le reste. Donc vous aviez des familles qui pouvaient être séparées pendant des années ou alors qui attendaient que toute la famille ait pu obtenir le visa pour l'ensemble des membres de la famille. Hein. Il y avait aussi toutes sortes de critères, l'idée qu'il y avait des dettes à payer pour un membre de la famille, et tant que ces dettes n'étaient pas payées, on ne le laissait pas sortir, vous voyez. Alors, comment s'est organisée la solidarité, notamment des organisations juives? Parce qu'on a bien compris comment Israël agissait, c'est-à-dire qu'il envoyait des courriers d'invitation de membres de la famille ou de faux membres de la famille. Mais en diaspora, comment s'est organisée la solidarité? C'est une belle histoire qui a marqué plusieurs générations de juifs en France et en diaspora, parce que ça renvoie à toute une tradition qu'on appelle le rachat des captifs dans la tradition juive. Et donc l'idée d'abord, c'était que on ne pourrait aider efficacement les juifs en Union soviétique qu'avec le concours des non-juifs. Il fallait qu'en France et dans les autres pays occidentaux, on suscite un mouvement d'opinion, donc à s'adresser aux intellectuels, s'adresser aux hommes politiques pour qu'ils en parlent, pour qu'ils acceptent d'en parler en public ou d'ailleurs d'en parler aussi en privé dans les contacts qu'ils avaient avec les soviétiques. Et on arrivait à créer comme ça une pression sur les gouvernements occidentaux pour que les gouvernements eux-mêmes en parlent au gouvernement soviétique. Vous voyez, la société civile en Occident avait une certaine influence, mais il fallait que cette société civile influence les gouvernements. Et je peux vous dire que dans les années 70 et 80, il n'y avait pas un visiteur occidental qui allait en URSS sans qu'auparavant, on lui ait remis un dossier en lui disant « S'il vous plaît, quand vous allez aller voir monsieur un tel, à tel niveau du pouvoir soviétique, parlez-lui de la famille X, racontez-lui l'histoire de monsieur Y, et comprenez la valeur de nos arguments. » Et il y avait donc une pression qui était exercée sur les soviétiques et qui obtenait des résultats. Les soviétiques avaient en fait même l'idée que le lobby juif, si on peut dire, que l'influence juive était gigantesque, parce qu'ils n'avaient jamais eu à faire un tel niveau de mobilisation, parce que beaucoup d'autres catégories que les juifs avaient des raisons de se plaindre du régime soviétique, mais les juifs en tant que tels ont su susciter la sympathie de beaucoup de non-juifs à travers le monde qui acceptaient de faire des démarches en faveur des juifs bloqués en Union soviétique. Et j'ajouterais qu'une autre forme d'aide, c'était les visites que les touristes juifs pouvaient faire à des juifs en Union soviétique. Il y avait un système très bien organisé qui proposait à des touristes juifs d'emmener des livres en hébreu ou en russe qu'on allait apporter à domicile dans les familles de refusniks. On profitait des voyages touristiques pour le faire, et c'était une manière aussi très sérieuse de faire savoir que chacune de ces familles n'était pas abandonnée, n'était pas isolée, mais qu'elle recevait régulièrement la visite de gens venus de l'extérieur. Alors, quand Gorbatchev lance sa politique de libéralisation, comment ça se passe pour les Juifs? Est-ce que d'un coup, il y a une ouverture? Ça se passe du jour au lendemain? Ça s'est fait graduellement, évidemment, mais il y a toutes sortes de petits signaux qui étaient envoyés, par exemple, qu'il y ait de moins en moins d'allusions antisémites dans les médias, dans les publications soviétiques, et malheureusement, ça ne manquait pas avant Gorbatchev, ce genre de messages. Donc ces messages-là ont été retirés, si l'on peut dire. D'ailleurs, même vis-à-vis d'Israël et du Proche-Orient, la politique soviétique a évolué sous Gorbatchev. Il a encouragé plutôt le compromis et la négociation de paix, plutôt que la radicalité arabe et palestinienne. Donc il y avait tous ces signaux-là. Et puis je peux vous raconter un petit souvenir personnel. En 1991, j'ai eu la chance d'assister à une première réunion de toutes les communautés juives de l'URSS qui étaient en train de renaître, en train de se restructurer. Ils ont créé ce qu'ils appelaient le VAAD, le conseil qui fédérait les communautés juives, et ouvertement, librement, ils s'étaient organisés comme communauté juive, comme avant la révolution bolchevique. Et ça s'est fait donc dans les années 90-91. En fait, les juifs sur place tâtaient le terrain, et dès qu'ils ont senti qu'il y avait moins d'obstacles ou pas d'obstacles du tout, eh bien ils se sont réorganisés. Ils ont réouvert les synagogues qui avaient été fermées, ils ont réouvert des cours d'hébreu, toutes sortes de choses qui avaient été interdites pendant longtemps. Philippe Boukhara, parmi ces hommages à Gorbatchev, il y en a un qui est notable en Israël, c'est celui
de Nathan Sharansky, qui est l'ex-président de l'agence juive et qui est né en Russie, donc qui a été un refusnik. Et lui, il dit que les hommages des organisations juives à travers le monde, même s'il les comprend, il y adhère pas complètement parce qu'il dit que Gorbatchev n'a agi que par intérêt, sans amitié ni inimitié pour les juifs. Qu'en pensez-vous ? D'abord, c'est Gorbatchev qui a fait sortir de prison Anatoly Sharansky ou Nathan Sharansky en 1986. C'est à ce moment-là qu'il a pu sortir. D'ailleurs, lui, il est vraiment un prisonnier de Sion. Il est plus qu'un refusnik, il est un prisonnier de Sion. Et il n'a pas tort dans son appréciation. C'est-à-dire que quand on parle des hommes politiques de haut niveau, le mot amitié n'a pas le même sens que pour les gens ordinaires comme vous et moi. Amitié, c'est quelque chose de très calculé. On appelle ami quelqu'un avec lequel on a des intérêts communs et qu'on partage. Il est rare que ça veut dire amitié au sens sentimental du terme. Donc, il est clair que Gorbatchev faisait un calcul concernant l'économie soviétique qui avait besoin d'oxygène, qui avait besoin de crédits occidentaux, mais il est allé au bout de ce calcul. D'ailleurs, vous savez, le Congrès américain donc avait voté cette loi qu'on appelle la loi de la nation la plus favorisée, pour conditionner donc c'est les crédits, et c'est après la chute de Gorbatchev que cette clause a été abandonnée, que cette loi a été annulée et que la Russie, qui n'était plus soviétique, a fini par obtenir des crédits après la chute de Gorbatchev. Donc en fait, il n'a pas pu sauver le régime communiste économiquement parlant comme il l'espérait, mais je crois que c'est un mérite d'avoir conduit toute cette période sans violence, sans catastrophe. Malheureusement, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est le contraire de la démarche de Gorbatchev, c'est-à-dire l'évitement de la violence. L'évitement de la violence, la négociation, le compromis, la flexibilité, ce sont des choses que les soviétiques ne connaissaient pas. Je dois préciser peut-être que même à l'époque de Staline, il y a eu des périodes où Staline a mené une politique de main tendue vers le monde juif. C'est-à-dire que, là encore, pas pour des raisons sentimentales aucunement, mais pour des raisons pragmatiques, il y a eu des périodes où le régime soviétique recherchait le contact avec le monde juif comme partenaire, notamment contre l'Allemagne nazie. Merci beaucoup Philippe Boukhara pour ces précisions. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous. Merci.